Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 9 février 2024 et vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 5, épisode 182. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Bonjour à tous, Le Café de l'e-commerce est votre podcast favori que vous écoutez en train de chausser vos skis, de dévaler les pistes ou de savourer une fondue. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre douce, incisif mais jamais méchant. Tel est notre credo. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Si vous souhaitez passer dans l'épisode, contactez-nous. Et au sommaire de cette émission, on va parler d'Apple Vision Pro avec Nicolas qu'on a reçu. On va continuer à parler des licenciements, des levées d'argent et de tout ce qui fait l'e-commerce en février 2024. Et comme à chaque fin d'émission, on termine avec du fun dans la rubrique panier surprise. Laetitia, Adrien, prêt, synchronisation des montres. Manque de temps pour la veille e-commerce, retrouvez l'essentiel de la semaine, du fun et de l'inédit dans la rubrique News simple et funky. Ça coupe, ça cisaille. Snap, la maison mère du réseau social, a annoncé lundi 5 février qu'elle se séparait de 10% de ses employés, soit environ 500 personnes. Elle avait déjà remercié 20% de son personnel à l'été 2022. C'était plus de 1200 personnes. L'entreprise comptait un petit peu plus de 5300 employés début novembre. T'as remis en page d'accueil ton site favori, là, truc des quand une personne a été virée. Je sais plus c'est quoi le nom du site. Layoff.for your information. Voilà. Tu l'as remis en page d'accueil. Oh, et presque. toujours. Et les licenciements Snap y figurent, malheureusement. ByteDance, la société chinoise propriétaire de TikTok, a récemment lancé 4 nouvelles applications d'IA générative ciblant les utilisateurs hors de Chine. Alors on va faire vite. Le premier c'est Sisi AI. Alors c'est comme Sisi Mua mais avec de l'IA. C'est des petits bots conversationnels plutôt pour le divertissement. TikTok. C'est quelque chose qui est très similaire à CCI. J'ai pas compris la différence entre les deux. Causer, C-E-Z-E, c'est plutôt pour le milieu professionnel. C'est des bots qui sont destinés à améliorer la productivité sur le lieu de travail. Et Bagel Bell, c'est une génération de contenu narratif. C'est un peu comme le livre dont vous êtes le héros. Je sais pas si t'as connu ça. Ça te crée des histoires et en fonction de tes choix, ça change l'histoire. Donc ByteDance qui continue à se développer. Alors est-ce qu'ils sont là pour récupérer de la donnée, pour entraîner leur modèle sur nous occidentaux, sur de l'anglais, je sais pas, on va voir tout ce qui va se passer avec eux. Affaire à suivre. DMA, WhatsApp connectera bientôt plusieurs messageries entre elles. Dans un mois, donc le 7 mars précisément, le règlement sur les marchés numériques européens, le Digital Market Act, donc le DMA, entrera en vigueur. WhatsApp a ainsi annoncé des changements sur son application. L'application aux 2 milliards d'utilisateurs va permettre l'interopérabilité avec d'autres services de messagerie. Bon, autrement dit, WhatsApp va pouvoir connecter plusieurs applications. T'es content, Adrien ? Je suis content, je vais pouvoir... mon tatouage WhatsApp sur mon bras gauche est toujours là, donc c'est cool. J'espère qu'ils vont pas changer de nom comme les autres. Réparation, Veja accélère avec l'ouverture de son General Store à Paris. Le Veja General Store vient d'ouvrir ses portes. La marque y propose des services de cordonnerie et de retouches textiles. Carrefour propose un nouveau service de courses livré en 30 minutes avec Deliveroo et Joe. Les internautes qui désirent se faire livrer des ingrédients pour des recettes vues dans l'application de Joe pourront finaliser les courses sur le site internet de Carrefour. Sur une sélection de recettes, l'option Carrefour et Deliveroo leur sera proposée pour se faire livrer leurs commandes en 30 minutes en moyenne via le prestataire. Ces livraisons partiront depuis les magasins Carrefour. En 2023, le retail média dépasse le milliard d'euros de chiffre d'affaires en France. La pub en ligne, à presque 10 milliards d'euros en 2023, reste un secteur très dynamique en France. Dans ce marché, le retail média ne cesse de croître grâce notamment à la fin des cookies tiers, à la restructuration, à la consolidation des acteurs. C'est une progression de 24% l'année dernière. X et non pas IKKS prévoit la fermeture de 70. Vraiment ? Ah bah c'est X, ouais. Et j'ai jamais entendu de ma vie X. Si. Et bah, si. Mais parce non, que même les gens de IKKS disent IKKS. On dit X, je te promets. Non, on dit qui dit Laetitia Lamar dit X. C'est la marque. Je te partagerai un article qui explique d'où ça vient et pourquoi est-ce qu'il faut dire X. Mais même les gens qui travaillent là-bas disent IKKS, j'ai jamais entendu de ma vie. Mais oui, mais c'est X, voilà. Il n'y a pas de débat. Il faut que toi, tu sois différent de tout le monde. Ok, tu lances une tendance. Déjà vous, alors, on dit mainstream X, mais la réalité, les fondateurs, à la base, c'était IKKS. Et si vous voulez la petite histoire, je la raconterai plus tard. Donc IKKS, pour faire plaisir à Adrien, prévoit la fermeture de 77 points de vente. La direction du groupe a présenté un plan de sauvegarde de l'emploi, un PSE, qui prévoit la suppression de 202 postes et la fermeture de 70 points de vente, magasins et corners, et toutes nos pensées aux équipes.
Hugging Face lance une boutique d'assistants IA personnalisés pour concurrencer le GPT Store. Hugging Face a dévoilé le 2 février dernier Hugging Chat Assistant que la startup présente comme une alternative open source. Et en quelques jours, Julien Chaumeau, son CTO, affirme que l'adoption a été impressionnante avec 4000 assistants créés. IA générative, Google va renommer Bard en Gemini et lancer une app dédiée. Les levées de fonds et les rachats de la semaine, Adrien, quels sont-ils ? Il y en a 2 qu'on a notés. Le premier, c'est Zededa, une startup basée à San José en Californie, qui a levé 72 millions de dollars pour développer quelque chose qui me tient très à cœur, une plateforme logicielle d'orchestration dans le domaine de l'edge computing et de l'IA, l'intelligence artificielle. Il double ainsi sa valorisation à 400 millions de dollars. Bon, c'est des grands sous-sous. Ils vont continuer à travailler, à développer leurs solutions pour plus de sécurité, une meilleure gestion, etc. IA plus edge computing, c'est le combo gagnant. Laetitia, toi, tu avais aussi noté quelque chose. Eh bien oui, c'est la plateforme e-commerce open source Saleor qui a été fondée en Pologne en 2020, qui vient de lever 8 millions de dollars pour stimuler sa croissance et améliorer son produit principal. Saleor, c'est une solution headless basée sur GraphQL pour les entreprises à fort volume. Cette solution prévoit d'utiliser ce financement pour étendre son programme d'agence et renforcer son offre de produits. Laetitia, tu pourrais nous rappeler ce que fait GraphQL. Mais c'est je vais te demander, Adrien, qu'est-ce que c'est ? Et ensuite, est-ce que tu peux aller les voir quand tu seras là en Pologne très prochainement ? Ça pourrait être cool. Ouais, il faut que je regarde où est le siège et pourquoi pas. GraphQL, le langage de programmation API. Je crois que ça a été développé par Facebook et open source. La news inutile dont on s'emballait, et je te la donne bien volontiers, Adrien, parce que je sais que tu vas la commenter. Parce que tu l'avais mis dans les news simples et funky. Moi, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je voulais même pas la mettre. Oui. C'est Miracle qui a atteint la rentabilité de son produit historique. On s'en fout complètement. Ils avaient tellement d'argent qu'ils ont arrosé tous les médias sur le marché. Alors, je sais que les gens de Miracle nous écoutent pour m'envoyer des messages, mais je crois qu'il y a tellement de pognon qu'ils ont arrosé tous les journalistes du secteur. La news a été reprise dans tous les sens. Pour moi, c'est une news. Parle-moi de tes clients, parle-moi de la rentabilité de tes clients. Et là, je vais t'applaudir, mais pour te dire qu'on est meilleurs, qu'on fait de l'argent, ça ne m'intéresse pas Adrien, du tout. Donc, moi je te mets dans la catégorie des rageux sur LinkedIn. Je voyais bien les commentaires des rageux, genre ah bon, c'est tout ? Ça veut dire que c'est que maintenant que vous êtes rentable. Ah non, je sais pas sur ça. Non, qu'on soit pas rentable. Ok, vas-y. Les gens, ils ont le droit de célébrer ce qu'ils veulent. Franchement, Miracle, ça fait 20 ans qu'ils sont là à cravacher. S'ils ont envie de dire que ça y est, ils ont enfin atteint la rentabilité sur leur produit historique, Mazel Tov les gars, moi je suis contente. On peut célébrer un peu les petites victoires. Et c'est pas la boîte qui est rentable, c'est sur une partie du produit. Mais bon, comme toutes les boîtes, finalement, toutes les boîtes pourraient communiquer comme ça, tu vois, qu'on a fait des super chiffres. Franchement, c'est beau, c'est bien. Allez, un peu de bonnes nouvelles et on y va. Franchement, je voyais les commentaires des gens, mais je me dis, mais c'est pas possible. J'ai lu aucun commentaire. Et donc, quoi, les gens, c'est des rageux ? Ça rageait de partout. Je te crois pas, c'est vrai ? C'était. Mais alors, attends, Laetitia, du coup, tu penses pas que ça rage parce que s'ils ont pas forcément une bonne réputation sur le marché, s'ils avaient une si bonne réputation, tout le monde applaudirait, tout le monde serait très content, non ? Mais justement, c'était infondé. Cette rage était totalement infondée, à part d'avoir très mal lu le communiqué de presse qui expliquait que c'était pas sur tous les produits, mais sur un produit historique et qu'ils avaient décidé justement d'investir sur d'autres choses comme le retail média. Non, les gens ont juste décidé de dire ouais, vous êtes né en 2012 et c'est que maintenant que... Ouais, alors bon, tu as raison, c'est pas sur ce point du tout que je mets le truc, c'est une fausse news parce que tout le monde pourrait communiquer là-dessus et j'ai senti que c'était trop repris. Ok, d'accord, très bien. Écoute, tu m'as convaincu, il faut célébrer les petites victoires et encore plus quand c'est un acteur français qui grandit. Donc bravo à Miracle. Moi, on me convainc très, très, très facilement. Et toi, Laetitia, c'était quoi ? Bon, c'est WeWork. Là aussi, tu pourrais me dire, mais non, Laetitia. Bon, le fondateur de la startup, Adam Newman, essaie de la racheter à bas prix. C'est complètement fou. Le gars s'était fait tège de la société, était comme parti avec des millions, voire des milliards. Et là, il est là en train d'essayer de sauvegarder, sauver les murs à peine. Donc, on va voir, à suivre. C'est rigolo parce que je me dis, il va falloir revoir la fin de la série We Crash. Il faudra faire une saison 2, quoi. Je sais pas s'il y a plusieurs saisons, mais voilà, ils vont le faire. La news what the fuck de la semaine, Laetitia. Quelle était alors ? C'est moi qui t'ai twisté un petit peu. Tu veux en parler ? Non, enfin, à la base, je crois qu'on l'avait mis dans les news simple et funky. Alors, je vais la prendre si tu veux, parce que moi, pour moi, ça a vraiment eu... Enfin, c'est fou ce qui se passe. C'est Yandex qui vend l'ensemble de ses activités russes pour presque 5 milliards d'euros. Le siège de Yandex est aux Pays-Bas et il a annoncé la vente donc de ses activités de moteur de recherche avec un consortium d'investisseurs locaux. C'est beaucoup d'histoires politiques, internes, etc. La valorisation a été coupée dans tous les sens parce que fait partie des listes des sociétés
société non grata, tout simplement, depuis 2 ans. Alors pourquoi je l'ai mis dans la news what the fuck, c'est que moi j'étais scotché, mais j'aurais même mis de l'argent. Je ne pensais pas que c'était pas une boîte russe, quoi, parce qu'ils sont numéro 1. On a toujours dit ça, le Google russe, mais depuis 10 piges, enfin depuis toujours, j'ai l'impression que c'était un acteur local russe qui faisait partie justement des fiertés russes. Et quand j'ai vu que le siège était aux Pays-Bas, là moi j'ai complètement bugué. Donc voilà, c'est pour ça que c'était what the fuck. Vox Populi, la communauté SCDE donne son avis. Cette semaine, nous vous avons interrogé, nous vous avons demandé votre avis sur un sujet qui a fait quand même... comment est-ce qu'on va dire ça ? Complètement. Il y a eu son shitstorm, quoi. Ça a buzzé dans tous les sens, mais pour 3 fois rien. Ça a bousculé même notre petit groupe WhatsApp bien tranquille. Adrien, chacun y est allé de son avis, et avec toutes les argumentations foireuses. Ouais. Exactement. Mais donc c'est cool. C'est ça le cabis du commerce. Exactement. Et Vox Populi, c'est la voix du peuple. Alors Laetitia, quelle était la question du Vox Populi ? Je te donne les réponses dans une seconde. Le paiement en tant qu'invité, le guest checkout, lorsqu'il est proposé. Les 4 propositions étaient toujours à 50%, parfois si je suis pressé à 30%, rarement je préfère les avantages d'avoir un compte à 15% et jamais à 10%. On pourrait se dire, il y a presque 80% des gens qui disent oui, et pourtant c'est parti dans des débats, chacun défendait ses positions, à expliquer pourquoi c'est bien, c'est pas bien, c'est la même chose que ça soit guest checkout ou pas, donc pourquoi on se prend la tête. Moi je vais dire mon avis dans une seconde, mais j'ai répondu toujours, j'utilise systématiquement le guest checkout, je ne supporte pas créer des comptes, et je vais te dire pourquoi dans une seconde. Qu'est-ce que tu as répondu, Laetitia ? Moi j'ai répondu parfois. Mais j'étais pas d'accord avec le si je suis pressé. Ça dépend pas de si je suis pressé ou quoi. Ouais, t'as raison. La formulation de la réponse était mauvaise. Alors, ça dépend de quoi ? De quel type de produit tu achètes ? Ça dépend de quel produit j'achète. Ça dépend aussi de si j'ai déjà. Alors, pour le coup, si j'ai déjà consommé, je suis déjà encarté et on me connaît déjà. Ça dépend. Parfois, quand je suis à l'étranger, j'ai pas forcément envie que un site tiers étranger ait mon email et récupère toute cette data. Donc, ça dépend de plein de choses. Et si j'ai confiance dans le site, si j'ai déjà repéré que tout allait bien et que j'étais quasi sûr de ne pas avoir de problème, ce qui est quand même assez rare. Toi, Adrien, tu as répondu toujours. Systématiquement. Et pourquoi ? Mais en fait, chacun on a nos raisons pour les raisons pour lesquelles on va sur le guest checkout. Moi, c'est une raison psychologique. Et tu vois, dans le WhatsApp, ça partait en les formulaires sont trop longs, etc. J'en suis même pas là, moi. J'ai juste pas envie d'avoir de contact avec la marque. J'ai pas envie de recevoir des mails dans tous les sens. Je surveille beaucoup ce que les traces, c'est un grand mot, mais ce que je laisse. Et je pense qu'on a tous des raisons différentes et tout le monde essaie de justifier pourquoi, etc. Et au final, je résumerai, j'aimerais bien avoir ton avis. Si le consommateur, c'est quelque chose qu'il a envie de voir, faut pas se poser la question de oui, non, faut le mettre ou pas. Le consommateur, il veut, donc ta gueule, mets-le, et puis il sera content. C'est comme les moyens de paiement, les moyens de livraison, etc. Faut pas trop de choix parce que ça limite. Mais pour moi, il y a pas de débat. Mais alors, est-ce que je suis trop bête ? Il y a pas de débat, mais t'as posé le débat. Mais j'étais étonné parce que en fait, quand tu vois les réponses, il y a 80, mais après il dit oui, mais on est des professionnels, les gens, les machins, les trucs. Mais pour moi, c'est aussi simple que si le client il le veut et c'est qu'il y a des gens qui préfèrent le truc, il faut proposer le choix. Je suis d'accord avec toi. Ça doit faire partie d'une palette de services en fait. Ouais. Et ça doit être un standard de proposer le guest checkout ou pas, peu importe. Et ne pas le proposer, c'est comme ne pas proposer une option vegan au restaurant. Ouais, exactement. Et attention, tu pars sur un autre débat clivant, le véganisme, les végétariens, etc. Donc, on ne se positionnera pas dessus. Non, mais je crois que j'en ai parlé brièvement, mais moi, je me souviens à la grande époque où c'était vraiment... c'était limite obligatoire d'avoir le guest checkout. Je me souviens que l'intégrateur pour lequel je travaillais, c'était fondamental et le mettait sur quasiment la majorité des sites de luxe. C'était très, très demandé, surtout sur des leaks, sur des marques où il y avait beaucoup d'Asiatiques qui consommaient et qui n'avaient pas la version forcément asiatique, mais qui venaient sur des sites français, par exemple, ou lorsqu'ils étaient de passage en France. Et pour eux, c'était une conversion de malade de proposer le guest checkout. Donc, je suis assez d'accord avec toi, Adrien. C'est donner au client ce qu'il a envie. Ouais. Hein. Et puis, on a eu un retour d'expérience sur WhatsApp. Donc, oui, ça arrive. Il y a eu un problème sur une commande. Si tu n'as pas de compte, c'est plus compliqué. Il faut contacter le service client, etc. Donc, parfois, tu as des problèmes. Et je pense que là, dans la majorité du temps, tu gagnes du temps. Enfin, je sais même pas si c'est gagner du temps, mais bref. Mais si la vraie raison, c'est récolter la data et envoyer des newsletters, faux problème. Mais tu peux récolter la data aussi en guest checkout, en fait, et tu peux envoyer un email. Je l'avais déjà vu et c'est hyper élégant. Tu es en guest checkout et tu envoies un mail avec un lien unique. Si tu cliques dessus, ça te crée automatiquement ton email et voilà les bénéfices. Si tu prends le client par la main, à un moment donné, il est pas speed et stressé, ça peut peut-être marcher. L'exemple que tu donnes, j'ai eu quelques sites Shopify qui le faisaient très très bien comme ça.
quel rapport avec le nom, la plateforme? Allez, on va couper, je crois que t'es devenu amoureux. Benoît, non, on laisse, on coupera. On laisse rien. Mais je sens vraiment que leur marketing a fonctionné avec toi. Et bah ça, non, mais comme vraiment, quoi le marketing a fonctionné. Il se positionne, c'est il marche. exactement ce que tu dis. Et du coup, dans ma tête, ça a fait pop. Bah ouais, et sur quel site? Et je savais que c'était des sites Shopify. Oui, mais Laetitia, et c'est le truc le plus important. Parce qu'on achète beaucoup sur des sites sympas, jolis, bien faits. Et donc, tu penses tout de suite à ça. Donc, leur marketing a fonctionné. Non, on coupe pas. Et c'est marrant, parce que c'est comme ça qu'ils réussissent comment on dit ça, à zombifier tout le monde, quoi. Non, mais là, j'exagère mon anti-Shopify parce que je suis pas du tout anti, mais ça fait mal. Je suis pro Shopify. Voilà, exactement. T'es plein d'amour et moi, je suis plein de rage. Quoi de neuf chez nous? Mais que s'est-il passé cette semaine dans l'équipe Le Café de l'e-commerce Butterfly? Papillon, ne stalkez pas, on vous dit tout ici et maintenant. Laetitia, il s'est passé quoi cette semaine? Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé, Adrien? Bah écoute, on n'a pas fait d'événement, c'est bizarre, c'est étrange, mais c'est pas plus mal parce qu'on est en train d'en préparer et je te laisserai les dévoiler. Ah non, moi c'est teasing, je dévoile rien. Mais bon, je vais le teaser avec toi, vas-y. Moi je voulais juste revenir sur l'épisode précédent, l'épisode 181, où tu me demandais, Adrien, s'il y avait un Cézanne homme, une version homme de Cézanne, et je te dis, je crois pas à ma connaissance. Mais à culpa, ça existe. Et ça existe parce que, enfin pas parce que, mais en tout cas je suis au courant que ça existe parce qu'un auditeur, et il s'appelle Thomas, m'a écrit et m'a dit, mais Laetitia, ça existe et ça s'appelle Octobre Édition. Et donc je suis allée sur le site et je lui ai dit... C'est le nom du truc? Ouais, bah en fait c'est le pire nom du monde. Octobre Édition. Édition au pluriel. Au secours. Ouais, je cherche. Et mais t'as raison. Ça m'a fait étrangement penser à Bonne Gueule. Et du coup je lui ai dit, mais c'est un Bonne Gueule-like. Ouais, c'est un bonne gueule-like. Je ne savais pas, mais a priori c'est assez récent. Ça a été lancé il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. On retrouve l'esprit Cézanne et je pense qu'on va mettre ça dans le crash test un jour. On fera Cézanne et puis Octobre Édition. Donc je ne savais pas. Longue vie à Octobre Édition. Je lui souhaite le même succès que Cézanne. Le nom, avec un nom pareil, il faut se demander d'où ça vient. C'est quoi, tu penses? Je sais pas, au début, bêtement, je me disais Octobre Rose. Je sais pas, non, mais il doit y avoir un truc. Ouais, il y est pas sur leur site, ou alors je le trouve pas dans le Qui sommes-nous, etc. Mais ok. Bon, voilà, ça existe. Et merci les auditeurs de nous écouter. J'adore les retours de la communauté. Elle s'appelle Laure. Elle s'appelle Laure, on partage plein de choses avec Laure et Laure elle me dit mais Laetitia vous allez vraiment faire la boumette avec Adrien? Et là elle me partage un lien, écoutez les gars, il y a un festival dédié à toutes nos stars des années 90. Ça n'a aucun rapport avec l'e-commerce, mais sachez que si Adrien et moi-même n'organisons pas cette petite boumette, il existe un festival. C'est quoi le nom de ce festival? Bah écoute, ça s'appelle la Kermesse Festival, ils ont tout compris. Alors attends, c'est je suis sur leur site La Seine-sur-Mer, oui bah c'est pas du tout ici. 4, 5, 6 août 2023, il y aura du Billy Crawford, du Larousseau, du Tragédie. Bon, non, bref, ils ont vas-y, continue les noms. C'est quoi d'autre les noms? Là, on est à 100% dedans. Willy Denzey, Ménélique. Je crois que j'ai vu Passy, Sly. Ménélique, oh là là, c'est Ménélique. C'est le premier CD de 2 titres que j'ai acheté de ma vie. Je me suis dit, mais viens, on organise un truc, un espèce de séminaire, le café, ou kick-off. Camaro. Ah non, mais c'est un truc de malade. Mais ça a l'air d'être ouf. Et tu sais, ça coûte même pas cher. Genre, les 3 jours, c'est 90 €, quoi. Alors, ça coûte pas cher. On s'entend bien, mais par rapport à un Solidays ou un je ne sais quoi, pour un festival, écoute, si la commu a envie de venir avec nous, je sais pas où on sera, je sais pas comment ça se passera, mais il y a moyen qu'on organise un petit trip. 3, 4, 5, 6 août, je crois. Mais voilà. bon, on sera pas là. En plus, c'est des JO, machin, truc bidule, donc bon. Non, s'il sera en plein JO. Ouais, je sais plus. Et puis c'est où la Seine-sur-Mer alors? J'arrive pas. C'est dans le sud de la France. Bah, tu mets ton appart en Airbnb comme tout bon Parisien et ça y est. Ouais, c'est ça. C'est à côté de Marseille. Ok, super. Merci encore de tous ces bons plans. Autre chose, Laetitia? Non, je crois que c'est tout. Je vais m'arrêter là. Et toi, Adrien, de ton côté? Eh ben, écoute, effectivement, on est en train de préparer un événement de fou furieux. Alors j'ai l'impression qu'on dit ça sur tous nos événements, mais c'est un format nouveau que j'ai jamais vu, que ça soit en France ou à l'étranger, qu'on n'a jamais vu, qui nous tient très à cœur et je suis tellement impatient de commencer à communiquer dessus, à vous présenter ça, voilà, et d'avoir vos réactions. Les premières personnes à qui on a parlé étaient comme des oufs et nous ont donné des retours très positifs. Et à mon avis, dès la semaine prochaine, tu pourras en parler et dévoiler un petit truc. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, on est en train de préparer les choses bien, donc on a hâte d'avoir votre retour et on compte sur votre soutien. Donc ça, c'est un petit teasing. Dès la semaine prochaine, on parle quand c'est réel, quand on a des choses à montrer. Autre chose, je suis allé chez Adobe, je me suis fait inviter chez Adobe. Alors Laetitia, t'étais invitée, mais ta fille était malade, donc t'as pas pu venir. Et j'étais très content d'avoir une session d'1h30 sur le produit, sur la roadmap, sur ce qui est en train de se passer en interne. Il y a beaucoup de choses qui m'ont été partagées, qui sont plus ou moins confidentielles, mais en tout cas, ça m'a donné une bonne mise à jour de ce que fait aujourd'hui Adobe Commerce, qui est Adobe
c'est une société qui fait énormément de choses et au-delà de ce qu'on peut voir, les Firefly, au-delà des feux Magento, donc Adobe Commerce Cloud et de toutes leurs solutions, comment ça s'intègre, quelle est leur vision, quel est leur positionnement marché, comment ils voient le marché aussi. C'était super intéressant. Donc, félicitations à toute l'équipe d'Adobe. Et puis, j'ai hâte de pouvoir continuer à voir ce qu'ils vont faire. Ils vont faire dans quelques semaines, je crois que c'est début mars, leur summit. À Londres. J'ai plus le nom. Je crois que ça s'appelle non, justement, ça a été annulé à Londres. En fait, annulé. Donc c'est en remote et aux États-Unis, à Las Vegas, il me semble. C'est le 26-28 mars et on m'a dit en off qu'il y aura des annonces de malades. Donc j'ai hâte dans quelques semaines, on va avoir un peu la messe. Mais qu'est-ce qui se passe? Si on s'invite, on peut y aller, mais bon, tout sera en ligne et puis je pense qu'on pourra suivre les annonces comme ça. Donc voilà, donc Adobe, je pense que dans quelques semaines, on va entendre parler beaucoup de commerce, d'IA et de gestion de contenu. Et enfin, je termine avec un commentaire Apple Podcast. Donc je vais te le lire. Je ne sais pas si tu l'as vu, Laetitia, passer. C'est Ergazou qui nous a laissé ça le 2 février dernier, donc la semaine dernière. Et le titre de son commentaire sur Apple Podcast, c'est Super podcast pour la veille e-commerce. Toujours 5 étoiles, donc merci à tous. Je te lis le commentaire et je te propose qu'on en discute une seconde. Ça fait plus d'1 an que j'écoute assidûment ce podcast depuis les 4 coins du monde, actuellement depuis Goa, car je suis nomade digital et c'est parfait pour suivre les dernières news de l'écosystème e-commerce. Je ne laisse généralement jamais d'avis sur les podcasts, mais pour vous, je fais une exception car j'aime vraiment votre format et le ton sur lequel vous traitez les sujets. Merci spécial à Adrien pour ces petits jeux en fin d'émission qui m'inspirent souvent des activités pour animer mes stand-up meetings. Une reco, si je peux me permettre, ce serait top d'avoir une section qui parle d'outils e-commerce, un peu à la Product Hunt, comme une app Shopify, une extension Chrome ou même un SaaS que vous trouvez utile et bien fait. Merci 1000 fois Ergazou pour ce commentaire, pour ces étoiles. Laetitia, qu'est-ce que t'en penses de donner des recommandations? Touchée, déjà quelqu'un qui est en Inde, qui nous écoute. Trop bien, franchement, cette petite news, cette petite review m'a mis vraiment la larme à l'œil. Voilà. Alors, et sur la reco, pour l'histoire de... Ouais. Pour la reco, c'est ce qu'on a... On l'a déjà, en fait. On fait une reco, c'est la reco micro. Et peut-être qu'il faudrait que tu ailles sur notre site, le café de l'e-commerce.fr, dans la section reco. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on faisait les premières semaines. Enfin, la première année, les premières années, on faisait des outils. À un moment donné, on tourne en rond une fois qu'on a proposé tous les outils qu'on aime bien, non? Ouais, mais je pense que toi, t'en as plein que t'as pas encore partagé, notamment toutes les extensions Chrome et tous ces trucs-là. T'avais une période où vraiment t'étais très très tech. Oui, mais une fois qu'on a partagé tous nos outils, les apps, les trucs, etc. Mais t'en as pas d'autres. Ça m'étonnerait. Si. C'est ça qui te juste un reminder. Partage tout. Ouais. Peut-être que première chose, c'est déjà retrouver la liste qu'on a classée, qui est vraiment bien foutue avec les outils, les emails, enfin les newsletters, etc. Toutes les ressources. Donc ça, c'est sur le site internet. On a une page Notion avec toutes les recos de chaque semaine, la langue, la maturité aussi, si vous êtes expert ou pas. Donc vous avez une centaine de recos et tu peux filtrer facilement. Et ensuite, note pour plus tard, remettre des recos. Après, faire des apps Shopify, etc., je suis pas du tout chaud parce que tu vois, c'est toujours le même discours, ça dépend de qui et tout ça. Mais au-delà de ça, faut pas se prendre la tête. C'est juste un truc qu'on a vu, qu'on aime bien et qu'on peut partager, quoi. Là, le dernier truc que j'ai vu, je lâche, c'est Eline. Eline, app que je connaissais, enfin société que je connaissais pas du tout, qui fait une gestion de retour et d'échange super intelligente, un peu à la Amazon pour les commerçants. Mais ouais, peut-être faire des recours un petit peu plus d'outils. C'est vrai qu'on est beaucoup dans les, écoute, dans les demande, ressources, dans les médias. Il faut satisfaire la demande. Et merci, donc lâchez vos commentaires, on adore ça. Breaking news, les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle, on en débat et le tout sans langue de bois. Et cette semaine, Adrien a étudié l'une de ses bibles préférées, c'est le IDC Marketplace Report B2C Mid-Market. Chaque mot compte, effectivement. Alors, tu as les Forrester, les Gartner, et puis derrière, tu as les cancres qui sont derrière. Et IDC fait partie de son tier 2. C'est ces sociétés qui font des rapports qui sont un petit peu peut-être moins visibles, mais tout aussi intéressants. Oui, mais je rigole quand je dis cancre, parce qu'ils n'ont pas la même autorité, on va dire, que les deux autres. On pourra toujours critiquer, est-ce que c'est pertinent ou pas. Moi, je m'amuse toujours à regarder ça, regarder un peu le positionnement des différents acteurs. Et comme je te disais, chaque mot compte, parce que c'est un rapport, donc il est sorti il y a quelques jours, en 2024, B2C, on est bien sur le B2C, et mid-market. La définition du mid-market pour IDC, tu as le lower mid-market et l'upper mid-market. Lower mid-market, tu fais entre 100 millions de dollars et 500 millions de dollars, et le up-market, c'est entre 500 millions de dollars et 1 milliard de dollars. Ça, c'est total revenu. Donc, si on prend une moyenne de 10-15% en ligne, on est en train de parler de toutes les sociétés qui font entre 10 et 100 millions d'euros en ligne. Quelle est la bonne solution e-commerce pour eux? Spoiler alert, c'est la majorité du marché français, en fait, qu'on appelle grand compte. En France, qu'on appelle ça grand compte,
compte, c'est pour les États-Unis mid-market. Et quand tu es plus d'$1 milliard de revenus, tu es considéré comme enterprise. Écoute, alors je vous invite bien sûr à aller regarder le rapport, mais en fait je me fais plus d'illusions après toutes ces années. Je sais que personne va cliquer dessus et que personne ne regarde. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils écoutent le Café de l'e-commerce, c'est pour qu'on fasse un résumé. Dans les leaders, tu as plusieurs acteurs. Moi je vais faire un vraiment gros big up à Vtex, qui est très très bien positionné en leader et qui se tire la bourre avec Shopify, qui est même mieux positionné que Shopify. Vtex c'est minuscule comparé à Shopify, mais en tout cas c'est les deux qui sont en haut à droite dans la catégorie leader, avec Intershop, Sitecore, Kibo et Commerce Tools. Commerce Tools, j'aurais pas vu positionner là-dessus. Je pensais que c'était beaucoup plus enterprise. Sitecore, je les identifie pas du tout comme un acteur fort dans le positionnement commerce, mais plus sur gestion de contenu, on va dire, exactement, expérience. Et puis ensuite, dans les major players, c'est là où tu as le fourre-tout, le bazar des SAP, des BigCommerce, des Adobe, des Salesforce, etc., des commerce layers et des acteurs que je connaissais pas du tout. Je découvre des Conviva, des Verifone, des Akinon, quoi d'autre, des Remarkable, Scaly, etc. Donc la surprise, on va dire, dans le leader sur ce segment, c'est de voir un très bon positionnement de Vtex et puis des acteurs qu'on verrait, enfin que j'aurais pas identifié là-dedans. Donc je vous invite à regarder ça. Et la deuxième chose, Laetitia, que je voulais te partager, c'est les tendances. Et à chaque fois quand je vois ces rapports, je fonce. Alors oui, regardez les acteurs, mais surtout, c'est quoi les grosses tendances du marché? Ça te dit que je les partage? Oui, ça me dit. Vas-y, Adrien, partage-nous tout ça. Alors, il y a 4 tendances qui se dégagent. La plus importante, je te la garde à la fin parce que je vais la développer. La première chose, c'est le travail sur la loyauté, le repeat business et quels sont les outils qu'on va mettre en place pour travailler sur la récurrence et la loyauté chez les clients. La deuxième chose, c'est d'utiliser correctement la donnée qui vient dans la relation qu'on a avec les clients, donc l'utilisation de la data. La troisième chose, la troisième tendance, c'est la convergence du marketing et de l'e-commerce, du commerce. Finalement, marketing, commerce, c'est la même chose. Il faut comprendre le client dans tous ces touch points. Et la troisième, il fallait qu'ils se lancent sur des buzzwords. Donc, ils ont créé un concept que j'avais jamais entendu parler. C'est le commerce transcendantal. Ça paraît hyper mystique. Je te jure. Transcendant commerce. Donc, on est dans le full bullshit, mais il fallait qu'ils lancent quelque chose. Il faut qu'on parle d'eux, etc. Eux aussi, c'est des analystes. Ils doivent faire de la com. Et donc, le transcendant commerce transcendantal, c'est là où tu fous tous les buzzwords. Intégrer la Gen AI pour être plus efficace, minimiser les conflits de canaux, unifier les interfaces dans toutes tes activités commerce, utiliser correctement la donnée justement pour comprendre ce que fait ton client dans son customer journey, et également utiliser correctement la Gen AI. Donc voilà, ce commerce ce transcendant commerce qui est une des grosses tendances, et c'est un peu le fourre-tout de comment avoir une vue holistique de ton client et casse le silo. Toujours la même chose depuis 15 ans. On entend la même chose depuis 15 ans. Mais voilà, c'est un rapport intéressant pour voir les acteurs, pour voir un petit peu où est-ce qu'on va. Est-ce qu'il y a une grande différence avec le mid-market et enterprise? Finalement, on retrouve un peu les mêmes tendances qu'on peut voir dans l'enterprise. T'allais me demander mon avis et j'allais dire c'est quoi la diff avec de l'enterprise? Mais parfait. Adrien, comment est-ce qu'on fait pour retrouver ce rapport? Soit vous tapez dans Google et puis vous le chopez. En l'occurrence, j'ai mis un lien Shopify parce que je crois que c'était les premiers à dégainer. Et alors, ce qui est marrant, c'est que chaque prestataire va te proposer de le télécharger et puis ils ont que leur section de l'IDC, c'est-à-dire les plus et les moins. Donc ça te permet de voir les forces et les faiblesses de Shopify. Je vous laisse découvrir les forces et les faiblesses de Shopify spécifiquement, mais vous avez en plus toute l'analyse contextuelle du marché. Il faut juste remplir un petit formulaire. Donc voilà, il y a 5-6 champs que vous remplissez et vous le téléchargez directement. Donc lien Shopify, mais n'importe quel acteur sur le marché, vous tapez sur Google et vous le retrouverez. Passe le mic, c'est le moment où on partage le mic avec un invité, un expert de l'industrie e-commerce. Et cette semaine, nous avons passé le mic à Nicolas Chevalier, le big boss d'e-commerce nation, pour discuter de l'Apple Vision Pro. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Nicolas d'e-commerce nation. Re-bienvenue Nicolas, parce que c'est pas la première fois que tu viens. Bonjour à tous, merci de l'accueil. Quand on donne pas le nom de famille de la personne, c'est qu'elle est suffisamment connue et famous pour que ça soit suffisant. Nicolas, est-ce que tu peux te présenter? Je sais pas si je suis connu dans l'écosystème e-commerce, un petit peu, je l'espère. Du coup, je m'appelle Nicolas Chevalier, je suis le fondateur et le dirigeant d'e-commerce nation. Ça fait 8 ans que j'ai lancé ce média qui est dédié au e-commerce, et notre objectif, c'est de fédérer une nation, de partager énormément de contenu, de compétences sur notre site à travers des articles, des e-books, des webinaires,
Voilà, plein de ressources que vous pouvez retrouver gratuitement sur notre site. Super, merci Nicolas. Comme tu aimes fédérer la nation de l'e-commerce, nous on te propose aujourd'hui de fédérer la nation autour de l'information. On a retenu 2 news qui sont bien évidemment liées à l'e-commerce et on avait envie avec Adrien de te faire réagir. La première news, et tu l'as vue et tu l'as lue et je crois que le monde entier l'a lue, eh bien c'est Apple Vision Pro aux États-Unis. Ça y est, c'est lancé, ça coûte un bras et on peut faire plein de choses dedans et ça y est, les marques débarquent dedans. Et on a noté qu'il y avait notamment une petite marque française pas très connue, Decathlon, qui avait lancé son application. T'as vu passer la news, Nicolas ? Ouais, c'est assez bluffant. J'ai vu aussi sur Quotidien, ils ont fait une vidéo. T'as des Américains qui se baladent avec le casque dans la rue, dans le métro. Ça fait super futuriste. Vraiment, aujourd'hui, ça fait un peu le buzz. On se demande, est-ce que ça va être une réalité ou est-ce que c'est juste le buzz du moment? Les premières vidéos ou photos qui sont sorties, je pensais que c'était des fakes, en fait, tu vois, des photos truquées, parce que tu t'imagines pas que les gens sont capables de traverser la rue avec ça. Donc je me dis, bon, ils surfent, ils se moquent un petit peu. Et quand tu vas ensuite sur des shorts, etc., sur les réseaux sociaux, tu vois vraiment qu'ils sont dans les restos, etc. avec. Donc effectivement, c'est vrai. La révolution, ou en tout cas l'appareil, c'est un casque pour ceux qui étaient habités dans une grotte, c'est un casque de réalité virtuelle et augmentée, développé par Apple, c'est pour ça qu'on en parle. Peut-être, est-ce qu'il y a une grande différence avec les casques de VR qui existaient jusque-là? Je dirais que c'est parce que Apple l'a fait, donc il y a peut-être de l'excellence dans la manière dont ils l'ont designé et proposé. Et j'ai vu beaucoup de vidéos. Vous avez regardé des vidéos de test de cet appareil ou pas? Non, moi j'ai même été plus loin, j'ai fait une simulation pour acheter un casque. Sachez que l'expérience est quand même magique, hein. Tu te connectes alors tu te connectes pas, tu vas sur le site d'Apple et directement on t'invite à prendre ton iPhone ou ton iPad et puis direct on va prendre les mesures pour te faire un casque personnalisé. Tu peux le recevoir quand tu le fais depuis la France? Non, c'est que pour les États-Unis pour le moment. Ça c'est stoppé net, on livre pas chez vous. C'est pas grave, quand je retournerai aux États-Unis, peut-être que... Non, après tu le customises, donc ça veut dire que c'est comme un iPhone, tu rajoutes des téraoctets, tu rajoutes de la couleur, tu rajoutes tes initiales et ça y est, t'en as pour $6,000. Hein. Ouais, c'est 3500, mais si tu customises, c'est 6000, c'est ça? Non, après tout dépend de ce que tu rajoutes, quoi. Mais c'est la même chose, c'est toujours la même chose chez Apple. C'est une expérience client chez Apple, hein, avec de l'hyper personnalisation. Alors peut-être avant de parler de la partie e-commerce ou comment ça va être utilisé par Decathlon, vous le masque, vous y croyez ou pas, ou c'est quoi votre avis dessus? Nicolas, à toi l'honneur. Ouais, ce que j'allais dire, la question c'est l'utilité. Donc en dehors de l'objet, du buzz et du look qu'on a avec, c'est une chose. Après, je me suis posé la question vraiment sur l'utilité et il y a beaucoup de gens qui parlent de l'aspect travail, quoi. En fait, ça te permet d'avoir un bureau n'importe où parce que ça t'isole dans ta bulle, mais tu peux continuer à être connecté dans le réel parce que tu vois limite ton salon ou le café et puis tu as des écrans en face de toi qui sont intégrés dans le réel. Tu as un clavier en face de toi où tu peux écrire. Donc en fait, là où avant tu te disais faut que je sorte mon ordinateur portable pour pouvoir travailler ou autre, là tu as juste besoin de mettre un casque pour bosser. Donc je me dis potentiellement en dehors du look et l'aspect qui te sort du monde du réel, parce que c'est assez agressif quoi, je trouve. Donc soit on aime, soit on n'aime pas. L'utilité potentielle, c'est peut-être d'avoir un écosystème numérique à sa portée et dans le monde du travail, ça peut trouver du sens. Connaissant Apple, ça doit être forcément intuitif en termes d'expérience. Donc, je me dis que ça serait plus dans une utilisation, soit de travail, soit de divertissement. Mais juste que l'adoption du produit va être très compliquée par une grosse partie de la population. Donc déjà aujourd'hui en termes de prix c'est très compliqué, mais aussi après sur le plan philosophique, pour moi je vois ça comme de la science-fiction hein, aujourd'hui de voir des gens se balader avec ça. Et justement le spot, je crois qu'ils ont fait le spot qui est calqué sur des plans de scène du film Ready Player One. Donc en fait ils ont vraiment synchronisé le truc et j'ai vu une vidéo sur les réseaux, ils mettaient en parallèle les deux spots. Et en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'on va dans le futur, mais aussi qu'on se déconnecte encore plus de la réalité. Et ça me fait plutôt peur, on va dire. Laetitia, toi, t'en penses quoi? Moi, si j'en reviens un petit peu à Decathlon, qui est l'une des premières marques françaises à avoir développé son application, je pense que là, il y a... le premier qui ira développer ça chez Apple bénéficiera aussi un peu de la love brand d'Apple. Sera un peu l'un des précurseurs à avoir misé dessus. Alors, ils sont tous un peu plantés sur Meta et ils se disent, allez, go, on fonce chez Apple. Apple, c'est quand même l'une des marques préférées au monde avec notamment Amazon. Le potentiel de marché, moi, j'ai un petit doute là-dessus.
Bien sûr que ça offre une expérience shopping quasiment unique, différenciée, voire illimitée. Maintenant, comme tu le disais, Nicolas, il va y avoir une barrière à l'entrée, une barrière déjà technologique. Tout le monde ne pourra pas développer son application. Toutes les marques ne pourront pas développer des budgets, et on sait dans quelle situation aujourd'hui se trouvent les marques pour pouvoir développer une application chez Apple. Et puis après, côté utilisateur, la barrière, je le disais, à partir de $3 600 pour s'équiper est compliquée. Mais si on revient vraiment à l'expérience utilisateur, oui, on est toujours dans un schéma d'expérience utilisateur amélioré, des produits 3D qui sont développés dans un environnement, comme tu le disais, très personnel, très personnalisé, une expérience shopping engageante, interactive, ce qui peut conduire à des ventes supplémentaires. Alors, je sais pas comment est-ce qu'on va rentrer dans un schéma omnichannel, mais pourquoi pas. Alors là, il va vraiment, je pense, c'est pas deux petits gars de l'innovation pour développer ta stratégie chez Apple Vision. Hein. Sur cet aspect, ouais, moi je suis plutôt sceptique. Alors après, tu vois, tu vas avoir tous les pros qui vont te dire ça va arriver, c'est le sens de l'histoire si tu veux, ok, mais bon, si c'est dans 10 mois ou dans 10 ans, on peut en discuter, j'entrerai pas là-dedans. À court moyen terme, j'y crois pas trop. Le fait de le sortir dehors, j'y crois pas une seconde, parce qu'il y a le regard des autres. Et après, déjà les Google Glass, je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient très vite mis un stop pour légiférer là-dessus. Je sais pas si c'est passé par une loi, mais en tout cas, ils ont mis un holà tout de suite, un stop tout de suite. Donc dehors, l'utilisation dehors dans les commerces, là c'est juste pour faire du buzz, mais je crois pas à cette utilisation. En B2B, j'y crois beaucoup. Je pense que ça peut vraiment être bien, tu vois, les agences immobilières par exemple, ou les magasins, on en parlera tout à l'heure. Et chez soi, moyen, parce que pour le moment, oui, il y a le prix. Alors certainement, ça va baisser au fur et à mesure des années avec les éditions suivantes. Si tu regardes un peu l'iPhone, quand c'est sorti, c'était un écran tactile qui te permettait d'appeler. Et ce qui a fait que ça a cartonné, c'est l'écosystème. Tu en as parlé tout à l'heure, Nicolas, et Laetitia aussi. C'est l'écosystème qui va transformer l'usage et qui va faire est-ce que ça va prendre ou pas. On a acheté avec Laetitia un MetaQuest 2. On a joué quelques semaines et puis on l'a rangé. Puis voilà, ça prend la poussière. Donc je crois pas moi à ce genre d'usage. Je suis pas certain que ça va prendre, parce que pour l'instant ça adresse qu'une petite niche et on est toujours à l'usage. À quoi ça sert? Pour moi en tant que particulier, je suis pas certain que ça va prendre. Et du coup, Laetitia, tu parlais tout à l'heure de Decathlon. Alors c'est disponible qu'aux US, donc on peut pas le tester, mais j'ai regardé des vidéos. Je sais pas si vous avez vu des vidéos un petit peu de cette app. Du coup, le use case, c'est quoi? C'est tu mets ton masque, tu télécharges l'application Decathlon sur ton Apple Vision Pro et tu vas pouvoir naviguer au sein des produits. Alors c'est comme un grand écran qui s'ouvre devant toi, qui est en 2D, et tu peux déplacer les produits. Donc là, c'est juste l'interface qui change. La chose qui est le petit plus, c'est que tu peux sélectionner le produit et il va commencer à apparaître en 3D et tu peux le positionner chez toi. Alors il montrait l'exemple d'une tente où tu la poses, tu peux même aller dans la tente et tu le vois, un tapis de course ou le produit là que tu mets dans l'eau là pour respirer, je sais plus comment ça s'appelle. Le masque. Ouais, voilà, le masque là, c'est un best-seller chez Decathlon. Donc ok, pourquoi pas cet usage? J'ai trouvé que c'était assez simple et un peu cartoonesque pour le coup. Je me serais attendu à un truc un peu plus réaliste. Donc moi j'en suis amené à penser, Laetitia, exactement ce que tu disais, c'est le côté buzz. On est les premiers à se lancer, à montrer qu'on est innovant et qu'on lance rapidement des choses dessus. Vous verriez utiliser l'application Decathlon? Enfin, ce genre d'application pour naviguer et acheter sur un site? Bah moi oui, je teste tout, bien évidemment. C'est sur ma liste au Père Noël, un Apple Vision Pro. Et toi, Nicolas? Nicolas, il va nous en sortir un là tout de suite. Bah là déjà, je suis dans mon casque. J'en récupère un. Je suis connecté. Non, mais je trouve que sur la partie e-commerce, c'est un peu du gadget pour le moment, parce que voilà, comme tu l'as dit, c'est de l'effet d'annonce. Tu sautes sur l'occasion, tu veux occuper le terrain en termes de marque et puis aussi en termes de press release, de dire ouais, Decathlon a fait ça. Donc je trouve que c'est un peu early parce que il y a personne pour le moment qui est utilisateur, que ce soit en France ou sur d'autres pays. Donc voilà, c'est vraiment pour être précurseur. Et puis après, quelle est la valeur ajoutée? Alors aujourd'hui, tu as déjà de la réalité augmentée sur des applications. Si tu prends du Ikea, bah oui, tu peux mettre ton meuble dans ta pièce. Là, c'est intéressant parce que tu peux te projeter. Comme tu parlais de l'immobilier, là, tu as des usages vraiment forts et c'est pertinent. Après, sur du matériel de camping ou de sport comme Decat, en fait, pour moi, t'as pas une forte valeur ajoutée à projeter des éléments parce qu'aujourd'hui, t'as pas besoin d'un casque pour projeter dessus. T'as des vidéos, t'as des applications qui font de la réalité augmentée. Bref, du coup, je vois pas le gain de valeur à avoir un casque. Ça devrait être l'immersion. Si oui, demain tu te balades dans Decat pour voir tous les produits, ou tu es dans la nature et tu vois ta tente ou autre, ouais, là tu peux avoir une expérience un petit peu plus immersive, mais je pense qu'il va falloir un petit peu plus de temps
pour arriver à cette facette. Nicolas, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce que j'ai réfléchi avec moi-même dans mes moments intenses de réflexion et j'ai réfléchi exactement à ce que tu viens de dire. C'est quoi les use cases? Parce que si c'est juste pour naviguer comme on navigue, ça sert à rien. Et en fait, tu retrouves un peu l'argumentation foireuse du métavers. Mais je suis déjà en train de spoiler ma conclusion. Premièrement, et c'est ce que tu dis, c'est le catalogue infini. La possibilité d'avoir dans un espace n'importe quel catalogue, de comparer aussi. Je trouverais ça cool. Tu vois, alors moi je suis pas dans cette cible, je te regarde toi Laetitia, mais tu regardes un haut d'une marque A et un haut d'une marque B, tu peux les voir vraiment à côté et tu peux comparer plus facilement sans aucune limitation. Mais que ça soit un produit de mode ou n'importe quel produit. La deuxième chose, plutôt pour le luxe, mais pourquoi pas s'ouvrir, c'est tout l'aspect relation one-to-one, tu vois, personal shopper ou le support avec le client, tu vois la personne, elle t'aide, etc. Donc je trouve que ça peut être cool, mais toutes les marques pourront pas le faire. Et la troisième chose, personnalisation des produits. Je pense que ça peut exploser. Bah, après, il y a une complexité à faire ça. Tu vois ton canapé, tu le veux d'une certaine couleur, d'une certaine taille, tu peux avoir au millimètre près, en fait. Je sais pas, on pourrait imaginer que tu as un produit au centimètre près dans ce qui entrerait dans ta pièce. Et surtout, tu as l'aspect où tu achètes un produit A, B, C, tu vas pouvoir les mettre ensemble et voir exactement ce que tu veux. Donc, on est moins sur le produit et plus sur le contexte. Bon, je pars un peu loin, mais je me dis, il y a peut-être des use cases qu'on n'a pas encore imaginé parce que sur un écran, c'est pas possible. Après, est-ce que ça justifie ou pas? Je suis pas convaincu du tout, mais il y a des trucs nouveaux qu'on pourrait imaginer. Vous êtes d'accord ou pas? Après, il y a un aspect aussi, je suis assez d'accord, mais il y a quand même un aspect, et je suis étonnée de rien que tu l'aies pas abordé, c'est le côté dépendance technologique, quoi. Aujourd'hui, on n'a que Apple Vision Pro qui le propose, tu t'embarques là-dedans, t'es coincé, t'es cloqué comme d'habitude. Avec son iPad, son MacBook, son iPhone, franchement. Et après, tu vas me parler de data privacy, toi, Laetitia. La meuf qui laisse toutes ses datas open. Non, mais t'es pas d'accord, Nicolas? Parce que moi, j'ai l'habitude avec Adrien. Oui, mais bon, pour les Apple, vous êtes content parce que du coup, tout est connecté, etc. Donc finalement... Mais ma vie est magique, ma vie est simplifiée. Imagine encore plus avec un Vision Pro, comment ma vie sera encore plus belle. Tu devrais l'utiliser dehors ou pas, franchement? Chez toi, seulement à la maison? Ou tu sortiras avec? Oh, je sais pas, tu sais, de la même manière qu'il y a des pros, des fans de Tesla qui se réunissent sur des parkings et qui sont dans leur monde, peut-être que moi, je me retrouverai avec des fans de Vision Pro à prendre des cafés, tu sais pas. En plus, c'est ça, hein, l'aspect archi communautaire d'Apple. On le connaît bien, hein, c'est peut-être ça sa puissance. Les gens sont vraiment sans aucune gêne. Tu sais, c'est comme à l'époque où il y a très longtemps, et j'espère que Nicolas, tu as connu cette époque où les systèmes Bluetooth oreillettes sortaient et on disait tous mais ils sont fous les gens, ils parlent tout seuls. Peut-être que ce serait la même chose avec les lunettes. Ils sont fous, ils sont avec leur Vision Pro et on les reconnaît pas et ils parlent tout seuls et ils sont dans un monde parallèle. C'est pas le monde que je veux, mais je dis que peut-être. Mais vous trouvez pas qu'on retrouve avec le Vision Pro, alors j'arrive un peu dans ma conclusion. On a ressorti, alors tous les pros métavers, ils ont ressorti tous les arguments foireux qu'ils avaient laissés sous le tapis pendant 2 ans et ils les ont tous ressortis en expliquant super. Ils ont juste changé le mot en mettant Apple Vision Pro. J'ai quand même trouvé le spatial commerce. C'est ça a remplacé le v-commerce qu'à un moment donné ils se surfaient dessus, ça a pas pris. Donc maintenant on va parler de spatial commerce, ou commerce spatial. Bref, moi je trouve ça très foireux et surtout quand tu vois les médias ou qui applaudit, c'est tout les métaverseux ou je sais pas comment on va les appeler qui étaient en fin de vie ou qu'on parlait pas d'eux et puis ils se sont dit super, on peut surfer dessus, quoi. Donc bon, écoute, à voir, mais enfin bon, à voir. Oui, ok, on peut se dire dans 5-10 ans ça va prendre, mais là est-ce que ça c'est vraiment une grosse révolution? Je sais pas du tout, et surtout sur l'e-commerce, pas convaincu. Nicolas, alors tu valides ou pas? C'est validé pour toi? Alors moi j'ai un point de vue qui est divergent du tien. Pour moi, c'est pas exactement du métaverse, c'est-à-dire métaverse, t'avais un univers et c'était beaucoup plus gamifié. Là, ce que je trouve dans le Vision Pro, c'est que tu as une logique de réalité augmentée. Donc en fait, tu peux travailler, tu as des écrans ou autres, et je pense que c'est plus accessible sur l'aspect technologique pour les marques, parce que même si tu développes pas une appli, tu peux avoir accès au site directement sur ton Vision Pro, et si tu as des facettes déjà de réalité augmentée, je pense que l'adaptation peut être beaucoup plus simple sur ce type de plateforme, plutôt que de développer tout un univers, un métaverse dédié, tu vois. Donc je pense que l'adoption côté marque peut être beaucoup plus simple et que les possibilités comparées à un casque de métaverse sont beaucoup plus nombreuses de par cet aspect de réalité augmentée. Mais après, je suis pas du tout partisan de ça. Moi, je pense que c'est Minority Report. Tu sais, pour moi, faut pas aller dans cette direction-là. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire qui sont plus pertinentes que développer des Vision Pro et des expériences sous cette Coupe du Monde. Mais bon.
c'est ma vision personnelle. Laetitia, toi, t'en penses quoi alors? Merci de nous l'avoir partagé. Moi, j'en pense qu'on est rentré dans l'Apple Commerce. Tu parlais du Metaverse Commerce ou de l'Immersive Commerce. Là, c'est de l'Apple Commerce pur et dur. Et qui aime Apple suivent. Et Nicolas, là où je te rejoins, c'est qu'ils sont sur même pas la réalité augmentée ou virtuelle, ils sont sur la réalité mixte. Et ils ont tout compris. Je pense que l'hybride ou le mixte, c'est là où tu peux avoir le plus de use case. Mais écoute, merci à vous. Je suis content d'avoir pu échanger avec vous là-dessus. On a nos avis. Donc, on se dit rendez-vous quoi? Dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans pour voir qui a raison? Mais pas du tout. Mais rendez-vous même dans quelques mois. Je pense qu'on peut se dire rendez-vous en juin, juillet. Tu crois? Moi, je dis dans 1 an. Mais ça non, rien mais fait, il y aura d'autres use cases. ouais. Mais la semaine dernière, avec 4 marques, aujourd'hui, elles sont 10. Demain, elles vont être 20. Et comme dans le métal, ils sont tous arriver. lancés. Puis après, ils se sont dit, mais en fait, il n'y a pas de ROI, il n'y a pas de truc. Mais bon, ok. Et voilà. Et du coup, en septembre, il n'y aura peut-être plus personne. Nicolas, on arrive à la fin de cet échange. C'est quoi l'actualité pour 2024 côté e-commerce nation? Vous lancez plein de projets. D'ailleurs, j'invite tout le monde à suivre la page, notamment LinkedIn de e-commerce nation pour avoir beaucoup d'informations. Est-ce que tu as des petits scoops à nous partager ici à l'antenne? Ouais, totalement. On a un peu la bougeotte chez e-commerce nation. On aime bien lancer des nouveaux projets. Et là, notre plus gros projet, c'est l'observatoire du e-commerce. L'observatoire e-commerce nation, qui va être une sorte d'outil concurrentiel pour analyser son secteur du e-commerce et ses concurrents. Donc ça va sortir la nouvelle version. On a lancé une bêta fin d'année dernière et là, courant mars, on va avoir la version officielle qui va sortir avec beaucoup plus de données. Donc voilà, si vous voulez suivre, n'hésitez pas à découvrir davantage d'infos dessus. Nicolas, à ma connaissance, parce que vous avez commencé, tu as monté ça a commencé Média. C'est la première fois que vous lancez une solution SaaS, c'est ça? Qui s'adresse aux retailers, à tout le monde, en fait, même les agences pourraient l'utiliser, ou c'est qui la cible? Exactement, ça s'adresse vraiment à tout le monde. On est parti du constat que aujourd'hui, tu as des classements, même nous on fait un classement, un top 100 tous les semestres pour analyser la sphère du e-commerce. Et en fait, tous les classements, c'est soit annuel ou semestriel, mais du coup, tu as de la latence sur les chiffres. Toi, tu as envie de savoir ce que tes concurrents ou ce que le marché fait le mois précédent, et pas il y a 6 mois ou il y a 1 an, parce qu'il y a une très forte volatilité. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer une plateforme où tu auras toutes ces infos qui seront concentrées en un seul endroit. Et donc, tu vas pouvoir analyser tes concurrents et ton secteur, de voir les précédents mois, comment ça se passe, quelle technologie ils ont, quelle modalité de livraison ils ont, de paiement. Bref, tu auras toutes les infos. Et donc, ça sera aussi intéressant pour des retailers, des petites marques, mais aussi des agences, des consultants. Et Nicolas, là, tu me parles, parce que analyse concurrentielle, ça peut tout dire, rien dire. Donc là, il y a le stack technique. Il y a autre chose. Tu parlais du trafic. On aura aussi un rapport peut-être quasi temps réel d'une estimation de quel est le trafic par rapport sur chaque secteur. Par exemple, donne-moi les top 10 retailers du luxe. Tu pourras le proposer ou pas encore? Exactement. On aura tous les secteurs. Là, en mars, on lance un échantillon du top 500 e-commerce français. Et donc, tu vas pouvoir avoir des analyses sectorielles interactives. Donc, tu dis dans le secteur du luxe ou du sport, je clique, je vais avoir mon listing avec la répartition des canaux d'acquisition, avec les technologies qui sont utilisées. Bref, tu vas avoir des analyses marché en temps réel qui sont très macro. On va pas dans le catalogue, dans les prix. C'est vraiment très macro. Nicolas, combien de temps de développement pour ce fabuleux outil? Beaucoup de temps. Un an et demi, ouais. T'as mis beaucoup de monde sur ce projet-là? Ouais, on a 4 personnes qui travaillent dessus à temps plein. C'est un travail de longue haleine. Il va continuer d'évoluer parce que là, on l'a fait en co-construction avec Gary, Doltrix, Private Sport Shop, PrestaShop, quoi. On a intégré pas mal d'e-commerçants et de solutions avec nous dans la réflexion. Et ils nous ont donné énormément d'idées. Et du coup, on avait une roadmap de départ, mais elle s'est rallongée. Là, ils nous ont dit, ouais, si on intègre les places de marché des marchands dessus, ça serait super intéressant. Bref, on a pas mal de fonctionnalités à faire évoluer par la suite. Mais là, déjà, on se maintient à certaines fonctionnalités. On fera évoluer sur les prochains mois. Aujourd'hui, tu vois, si tu vas avoir une partie des informations, tu vas sur des SimilarWeb, Buildweave, etc., que tu connais sûrement, mais c'est bidon. Tu vas avoir le top 5, top 10, après il faut payer, ça coûte très cher d'ailleurs ces solutions. C'est anglo-saxon, donc j'espère, enfin je vous souhaite tout le meilleur, que ça se développe bien. Et en plus, c'est hyper vertueux parce que plus tu as d'utilisateurs ou d'enseignes qui t'aident et qui l'utilisent, et plus ça s'améliore et le modèle devient de plus en plus précis. Donc il y a une taille à atteindre pour que ça soit vraiment super utile et utilisable
par tout le monde. Écoute, bon courage. Donc, on mettra le lien, c'est ça. Donc, la nouvelle version est sortie, va arriver. On en est où? Ouais, la nouvelle version va sortir le 11 mars, mais vous pouvez déjà tester le site actuellement. Il y a déjà la bêta qui est accessible avec le top 100. Vous pouvez voir un peu l'interface. Mais en mars, on aura une toute nouvelle version avec le top 500 et des nouvelles fonctionnalités, tableau de bord personnalisé, analyse sectorielle. Bref, il y aura une forte valeur. Et en termes de prix, c'est extrêmement accessible. Tu parlais d'autres solutions. Nous, on va être sur des tarifications beaucoup moins chères et clairement accessibles pour tous les budgets. Où est-ce qu'on va pour trouver ta solution, Nicolas? Donne-nous l'adresse. Et c'est quoi le nom? Observatoire ECN, observatoire-ECN.fr. Et donc, la magie opère quand vous tapez cette solution. Super. Parce que vous avez fait un super référencement. Merci beaucoup, Nicolas. On va mettre également ton profil LinkedIn pour les personnes qui te connaissent pas. Et puis le profil d'e-commerce nation qu'on invite tout le monde à suivre. Vous publiez, comme on l'a dit en intro, beaucoup de contenu audio, vidéo, texte, infographie, etc. Donc, tous ceux qui sont intéressés pour faire de la veille e-commerce, suivez Nicolas e-commerce nation. Et bon lancement. Enfin, le lancement, il a déjà été fait en bêta. Donc, je ne vais pas dire bon lancement, mais on souhaite que 2024 soit une super bonne année pour l'Observatoire ECN. À très bientôt, Nicolas. Et pour ceux qui l'avaient remarqué, je crois que c'était il y a 2 ans ou 3 ans que tu étais venu au micro, Nicolas. Je crois que c'était il y a 3 ans, 2020, mais 2004, du coup, Covid. Hein. Ouais, on espère pas attendre 3 ans attendre 3 ans pour la prochaine, mais merci de nous faire l'amitié de venir. Mais oui, Nicolas, la porte est ouverte, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Merci à vous. Café du cœur, c'est la rubrique qui donne un petit coup de pouce à une personne qui nous a sollicité et qui a vraiment besoin d'un coup de pouce. Vous voulez passer à l'antenne, n'hésitez pas, contactez-nous. Et puis, on fera le nécessaire. Cette semaine, Adrien, qui est-ce qui nous a sollicité ? C'est un copain qui nous a contacté. Je dis copain parce que je le connais depuis 2006, je crois. Et je faisais mes études avec lui. C'est Arnaud. Je crois qu'il est passé dans le podcast une ou 2 fois. Arnaud Mangassarian. C'est Ramenos pour les intimes dans son pseudo. Je sais pas, quand on jouait aux jeux vidéo, c'était Ramenos qui l'utilisait comme nickname. Tu balances tout, toi, tous les blazes. Ouais, et puis voilà. Donc écoute, Arnaud, il habite à Boston. Il est très actif dans la communauté WhatsApp d'ailleurs. C'est un expert SEO. Quand on a des questions SEO, c'est vers Arnaud qu'on se tourne. Il est passionné par le SEO, par la data, par l'e-commerce. Il nous a fait une petite note vocale, donc je te propose qu'on l'écoute tout de suite. Bonjour tout le monde, je m'appelle Arnaud Mangassarian et je cumule plus de 15 ans d'expérience en SEO et Web Analytics. Je possède une expérience étendue en SEO pour tout ce qui est site e-commerce vendant à l'international, mais aussi les magazines en ligne. Je suis basé à Boston et je recherche actuellement un emploi à plein temps où j'aurai l'opportunité d'apporter tout mon savoir-faire en SEO pour contribuer au succès de l'entreprise qui m'embauchera. Je recherche idéalement un poste de SEO manager / directeur ou similaire, mais je suis également tout à fait ouvert à des opportunités de type SEO Product Owner, car j'aime beaucoup la gestion de produits, ou encore SEO Content Marketing Manager. Merci beaucoup Laetitia et Adrien de faire passer le message. Bonne journée à tous. Bon courage à toi Arnaud. La solidarité dans la communauté, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. Donc si vous êtes intéressé, si vous connaissez des contacts, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, n'hésitez pas à entrer en contact avec Arnaud. On met son profil LinkedIn ou contactez-nous et on fera la mise en relation. Et force à toi Arnaud pour trouver quelque chose très rapidement. Reco micro reco au micro. On fait notre reco, écoutez-la illico presto. Retrouvez toutes les recos sur la page Notion en lien dans la description. Cette semaine, Laetitia, c'est un framework API JS que tu vas nous recommander, c'est ça ? Exactement, un truc de malade mental, une super extension Chrome qui va vous aider à vous débarrasser de tous les cookies tiers. Bon, j'arrête, pas du tout. Moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement un Google Drive partagé. Ça m'a l'air tellement foireux, alors vas-y. Qu'est-ce qui se passe ? Je te jure, il est génial. En fait, c'est tout ce que tu détestes, Adrien. C'est tous les rapports et les tendances et les prédictions 2024 qui ont été condensés, compilés dans un Google Drive par des stratèges du marketing et de l'innovation des 4 coins du monde. Et c'est en accès libre. Donc, je vous ai mis le lien, bien évidemment. La seule chose qu'ils demandent, c'est d'être crédité quand on parle d'eux. Donc, bien évidemment que je les créditerai. Il s'agit de Amy Dourakis, Cian Lee, Gonzalo Gregori et Lolanda Carvalho. Et c'est super bien parce qu'en fait, ils ont condensé tout ce que les cabinets de conseil et même certaines entreprises, très grosses boîtes, ont partagé comme prédiction. Tu retrouves du Accenture, du Deloitte, de l'Accor, de l'Amex, du YouTube, de l'Ipsos. Moi, j'aime bien parce que du coup, je me suis baladée. Alors, ils disent tous quasiment la même chose dans leur secteur bien précis, mais j'aime bien regarder l'esthétique et le design de tous ces rapports. Ça peut vous aider, ça peut ne pas vous aider, mais moi, je trouve que ça vaut le coup d'aller piocher quand on est en manque d'inspiration et qu'on ne sait pas de quoi on va parler sur LinkedIn. Voilà, allez piocher là-dedans.
C'est limite, enfin, je sais pas si c'est légal ou pas, mais tu vois, quand tu te prends la tête, là, je suis sur IBM, les 5 tendances 2024, tu travailles sur un white paper, le minimum que tu veux, c'est qu'on te remplisse ton petit formulaire, non? Ou peut-être qu'ils veulent du riche, je sais pas. Non, je pense que c'est plus du rich, ouais. Puis je pense que je sais pas. Juste avant, quand vous ouvrez le Google Drive, vous avez un petit mot des auteurs qui vous expliquent leur démarche et voilà. En tout cas, c'est très complet et ce que j'aime bien, c'est que c'est très actuel. Je supporte pas ces trucs parce qu'en général, c'est déjà périmé, tout va tellement vite. Et là, j'en ouvre plusieurs. Ils ont moins de 2 mois, tous ces rapports. Et je sais pas s'ils les nettoient au fur et à mesure, mais ils sont là, tu vois, on a même le futur du consommateur en 2025. Donc, ouais, ils voient loin. Donc, ok, belle reco. Peut-être le truc, c'est qu'il y a peut-être trop de fichiers, je sais pas. Oui, il y a beaucoup de fichiers, mais encore une fois, je pense que c'est un outil. Tu pièges le temps de temps en temps, quoi. Tu prépares une présentation pour ton codir, tu as besoin de quelques rapports, tu vas dedans, ils ont fait le taf pour toi, quoi. Ils ont fait des jolis slides, des jolis rapports, et sur n'importe quel sujet, pour le coup, si, ça peut être vraiment super intéressant. Et on parle de tout, quoi. On parlait de retail media, je vois de l'IA, je vois les consumer trends, les economy trends, vraiment pas mal. Ouais, donc, et j'avais vu un truc comme ça il y a quelques mois, mais je n'étais pas convaincu, donc j'en ai jamais parlé, je sais pas si c'était vraiment public ou pas, donc, ok, recommandation complètement validée. Merci beaucoup, Laetitia. Merci de ta validation, Adrien. Panier surprise, c'est la fin de l'émission, on relâche la pression. La vie, c'est comme un panier surprise, on ne sait jamais sur quoi on tombe. Ce qui est sûr, c'est qu'on se marre et qu'on se marre bien. Adrien, cette semaine, tu nous as préparé 2 nouveaux jeux que je connais absolument pas. Je vois écrit l'égérie et 6000 remarques. Alors, j'espère que Ergazou va pouvoir les utiliser dans son stand-up meeting et j'ai besoin de ta validation parce que moi, je vis au travers de tes validations. On teste. Si ça marche, c'est bien. Sinon, ça finit à la poubelle dans le cimetière des jeux. Allez. Le premier, c'est l'égérie. L'égérie, je vais essayer 2 manières de le faire, ce jeu. J'ai 3 propositions. Le premier, c'est je te dis une personne et tu vas deviner quelle marque l'a choisi comme égérie. Et tout ça, c'est extrêmement récent. Et le deuxième, on fait le contraire, je te dis des marques et tu me dis quelle personne. Tu auras toujours des choix. Tu vas comprendre en le faisant, je me suis embrouillé dans l'explication, mais c'est très très simple. Est-ce que tu connais Rachel Zegler? Je connais pas du tout. Toi, tu dois te connaître? Non. Ah non, tu connais pas? Non. Ok, Rachel, c'est une actrice et chanteuse américaine d'origine colombienne et polonaise. Incroyable, ça, je le découvre. Et elle a interprété le rôle de Maria dans le film West Side Story de Steven Spielberg. Elle a joué dans Hunger Games, Blanche-Neige, etc. Moi, je la connais pas. Une ce qu'elle a actrice. fait. Et ben, elle est égérie, justement. Et alors, elle est égérie de qui? De Chanel, de Dior, de Michelin ou de Lacoste? Michelin. Attends, tu m'as dit qui? Rachel Zegler. C'est Chanel, Dior, Chanel, Dior, Michelin ou Lacoste? Dior. Bonne réponse, félicitations. Comment t'as trouvé? Parce qu'il me semble que j'ai déjà vu sa tête quelque part, en fait. J'ai dû l'avoir rejoint sur TikTok ou je sais pas quoi. Il y a une pub qui a dû passer et je me suis dit, c'est qui celle-là? C'est pas une meuf habituelle. Ça doit être ça. À seulement 22 ans, elle rejoint le prestigieux club fermé des égéries auprès de Nathalie Portman, Charlize Theron ou Marion Cotillard. Ouais. Bah voilà, j'allais te dire, je les connais, Charlize Theron, Marion, et puis et elle, je la voyais pas du tout. Bon, vas-y. Alors, Saint-Laurent a une nouvelle égérie et je vais te donner des propositions. David Bowie, Whitney Houston, Diana Ross ou Rafael Nadal. Mais attends, mais c'est que des gens qui sont morts là. Donc tu peux prendre une égérie post-mortem? Bah non, mais c'est Rafael Nadal. Bah ouais, c'est Rafa, allez. Eh bien non, c'est Diana Ross. Mais elle est pas morte, pardon. Elle est pas morte, Diana? Apparemment, elle n'est pas morte, mais en tout cas, elle a 79 ans. Elle devient le nouveau visage de Saint-Laurent. C'est trop bien, bravo. Exactement. J'étais embrouillé en mettant des personnes un petit peu décédées, enfin pas un peu décédées, complètement décédées. Ah ouais. Donc, Nadal, effectivement. ça m'aurait pas étonné. Hein. Nadal, il a besoin de se refaire. Je t'ai mis Nadal parce que tu es tellement amoureuse de lui qu'il fallait que je le cale quelque part. Et enfin, la nouvelle égérie de Louis Vuitton. Est-ce que j'ai besoin de te donner des propositions ou tu connais la réponse? Parce que là, je suis pas au taquet. Hein. Non. Alors, est-ce que c'est Cillian Murphy? Est-ce que c'est Bradley Cooper? Est-ce que c'est Sylvester Stallone? Ou est-ce que c'est LeBron James? Putain, il y a une nouvelle égérie masculine là du coup. Est-ce que c'est Cillian Murphy, Bradley Cooper, Sylvester Stallone ou LeBron James? J'ai envie de dire Bradley Cooper. Alors, si ça peut t'aider, c'est la nouvelle égérie de Louis Vuitton pour la collection de Pharrell Williams. Bah oui, c'est Pharrell qui est à la tête de Louis Vuitton. Mais femme, c'est Rihanna, mais homme. Bah LeBron James, allez. Eh bah, bonne réponse. T'as dit au hasard, t'as googlé? Non, tu l'as dit comme ça? J'ai pas googlé. Bah non, je me suis dit, s'il a pris Rihanna, il va essayer de prendre quelqu'un dans la même vibe, si tu vois. Et donc la quote, on est dans le bullshitomètre à 10 sur 10, même incarnant l'énergie audacieuse de la première collection de Pharrell Williams, LeBron James personnifie la vision novatrice du nouveau chapitre de la mode masculine de la maison.
Donc, Ok, bien sûr. félicitations à eux, bravo. Voilà pour les jyris. Moi, Validé j'aime ou pas bien. le jeu? Moi, je valide. Bah ouais, c'est ton monde. Bah, c'est on va mon demander à monde. la communauté. Comment il dit l'autre là, Pichou Pachou? C'est quoi la commune? Non, c'est la famille. On Non, a comment dit il la dit? mettre en Rocco. Ouais. On va le mettre en Michou extrait de fin. Pichou. Ouais, non, mais non, La il dit à la famille ou je sais pas quoi. La commu. Allez, envoyez-moi des sabres. La commu. Ok. Parce que les gens Les vont sabres pas- et des bombes. Ok. La commu validée ou pas les gérer. Les tiens en avance parce que l'épisode va être extrêmement long. 6000 remarques. Est-ce que on a en encore entendant un le autre nom, jeu, tu peux là. essayer de Merde, deviner? Vas-y. Ouais, on le fait rapidos. Vas-y, mais moi j'étais à fond sur Michou Pichou, vas-y. Alors, 6000 remarques, encore une fois, peut-être que ça a complètement bidé. Je vais sur SimilarWeb, je trouve une enseigne qu'on a évoquée ou pas, et tu dois me deviner qui c'est. Pareil, l'explication est compliquée, mais tu vas voir. À 91% similaire, tu as le site Comptoir des Cotonniers. Donc, je te demande de trouver une enseigne Ok. qui est 91% similaire à Comptoir des Cotonniers, 89% Place des Tendances. Dès que tu l'as, tu me le balances. Ouais. 86% onestep.fr, 86% démarquez-vous.com, 85% Galerie Lafayette. Et si tu l'as pas, tu as les trending topics, c'est des catégories. Et donc, tu es dans la catégorie, tu as des mots-clés si tu veux. Fashion, mode, shopping, hommes, femmes, accessoires, shop, vêtements, chemises, parfums. Non, mais je sais pas, vas-y, dis, parce que là. C'est IKKS. X. D'accord, ok. Parfait. Ah, si c'était X, t'aurais trouvé. Ok, non. On essaie un autre. Je pense qu'il est plus facile celui-ci. À 88%, tu as Microsoft, qui est similaire, Microsoft.com, 84% Google, 82% magrumors.com, magrumors.com. Et dans les trending topics, tu as Apple, Mac, Mac News, Mac OS, Apple Computer, Mac OS, Macintosh, Watch. Non, mais j'en sais rien. Franchement, Fnac, Darty. Non, beaucoup plus simple. De quelle marque on parle là? Apple. Bravo, et c'est Apple la bonne réponse. Ah oui, mais comme tu m'as donné Apple dans les... Bon, il est nul ce jeu. Ouais, le truc il va finir à la poubelle, on est d'accord. Poubelle, rien. C'est bon, on reste sur les jeux. Okay. La commu, si vous voulez sauver le jeu, vous me dites, et sinon SimilarWeb, ça va être Similar Poubelle. On a terminé Laetitia, on va à la conclusion. Allez, la conclusion. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cet épisode 182 de la saison 5. Si vous l'avez aimé, eh bien, faites-le savoir, envoyez-nous des petits mots doux, des petites étoiles, écrivez-le dans le chat WhatsApp. Adrien, des sabres, balancez des sabres, plein de sabres et des petites bombes. Si vous avez la ref, faites-nous signe. On se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao. Ce qui est marrant dans les rêves, c'est quand tout le monde l'a pas. Et puis voilà, moi je trouve les meilleurs rêves, c'est celles que tout le monde n'a pas, tu vois. D'accord. Alors pour celles et ceux qui ont la rêve, avec Adrien, la private joke, c'est qu'on va finir comme ça, à vous appeler la commu et à nous faire maltraiter par des brigands. Et on va se faire bolos à la fin, exactement. On va se faire raqueter des vrais bolos. vicos de la commu. Non, et moi, ce que j'ai aimé, voilà, c'est quand il parle de Webedia. Et t'as vu quand il reçoit ses mails? Attends, quand il partage ses écrans, j'ai l'impression que c'est toi quand on se fait des que tours. je me pose. Non, je fais jamais comme ça, je ne me trompe jamais. Quand tu mais montes oui, les il mails. part des écrans. Par contre, oui, on nous propose pas des trucs à 9 milliards ou je sais pas du tout. C'est rigolo, c'est trop rigolo. Mais ouais, on a un petit. Bon, peut-être pas nous, mais bon. Si, c'était nous. Je te jure que c'est nous en tout cas, dans pas longtemps. Dans quelques années, si on tourne mal. C'est ça, c'est comme ça qu'on va finir. Michou Pichou, j'en peux plus. Yo la team, vous connaissez déjà Michou Pichou pour vous servir. Salut le chat, salut le live. Ça fait grave plaisir de vous retrouver ce soir pour une session live et surtout la team. Après le live, restez bien, il y a une méga surprise de baiser la team. Vous allez être choc-barre.